Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes le mardi 6 juin 2023 et je vais continuer quelques petites digressions à partir de cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Alors, ces lectures sont surtout un prétexte pour démontrer la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer de façon rationnelle que nous évoluons vers notre ultime perfection. Nous, l'humanité, l'ensemble humain, évolue progressivement comme un grand fleuve évolue grâce à notre activité, à l'activité de tous les hommes, de l'ensemble des hommes. Nous travaillons sans le savoir à créer un paradis universel. Ce paradis concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore 400, 500, 600 ans d'évolution, peut-être moins. On ne peut pas véritablement savoir comment peut se faire l'évolution, parce qu'elle peut s'accélérer brutalement, elle peut avoir des moments de régression, on peut aussi devoir vivre, pour aller vers cette perfection, devoir vivre une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, comme certains en parlent. Et on peut aussi prendre rapidement conscience et dire bon, c'est absurde, là on est en train de se battre, de tout détruire, on arrête cette guerre, on arrête les guerres globalement, on transforme toutes les usines d'armement du monde en usines destinées à l'écologie, à développer du durable. On arrête l'idée du gaspillage, on arrête le gaspillage sur la planète. On vient de prendre conscience que l'humanité, que notre rôle, c'est de construire ce paradis. Et voilà, si l'ensemble du G20 ou de l'ONU, si l'ensemble des chefs d'État à l'ONU décidaient par un miracle, bon, voilà, notre but, on vient de prendre conscience de notre but. Notre but est d'atteindre, de travailler à ce perfectionnement et que nous réalisons ce paradis, nous construisons ce paradis de façon inconsciente, donc avec le danger, avec le fait de détruire et de reconstruire, de tenter de faire des erreurs et de recommencer, au lieu de ce modèle inconscient d'évolution que nous pratiquons depuis des millénaires. Ben maintenant, nous avons pris conscience qu'en fait, notre but, c'est de construire ce paradis. C'est tout. Nous sommes, donc, on commence à le faire, on va le faire à partir de maintenant de façon consciente. Et donc, pour le faire de façon consciente, eh bien, on sait qu'on doit d'abord faire passer l'ONU avant, euh, avant les nations, pour éviter que les nations se battent entre elles. Il faut que l'ONU soit le plus puissant, d'abord absolument juste, un ONU totalement juste. Donc, on met à la tête de l'ONU et dans l'organisation de l'ONU les plus universalistes des hommes, les plus justes, les moins corruptibles, etc., qui sont à cette tête-là et qui peuvent dire bon ben voilà, on ne veut même pas savoir qui, par exemple, là dans cette guerre en Ukraine, prenons cet exemple parce que là il est parlant, dans cette guerre-là, on ne veut même pas discuter de qui a poussé qui a déclenché la guerre, etc. Vous êtes co-auteurs, l'Occident, l'OTAN, la Russie, la Chine,
l'Ukraine, etc., etc. Vous êtes tous responsables dans, dans une globalité de responsabilité. Et maintenant, c'est fini. Vous arrêtez. Stop. À cet instant, c'est la paix qui doit s'imposer. C'est fini. Et si la paix ne s'impose pas, l'ONU, nous, une ONU qui aurait 30 millions de soldats à sa disposition, ou 50 millions, je ne sais pas, enfin peu importe, nous allons là-bas et nous réglons le problème pour que la paix s'impose. Voilà. Un système, par exemple, ça c'est quelque chose qui pourrait s'imposer. Nous allons fonctionner sur un modèle universel, donc à partir de maintenant, la compétition ne doit plus être féroce comme elle s'est fait. La compétition du marché, on garde l'idée de compétition parce que l'homme aime la compétition encore, c'est encore dans son ADN. Donc la compétition, elle va continuer, mais elle sera sous les auspices d'un système juste. On prend le modèle de l'olympisme, donc avec les valeurs de l'olympisme, donc les sociétés américaines, chinoises, etc., se font la compétition, il n'y a pas de problème, mais avec les valeurs de l'olympisme et avec la visée qui est pour l'humanité. Voilà. Tout ce que vous créez, vous devez le créer avec l'idée que c'est utile, c'est destiné à l'humanité, c'est destiné à l'ensemble humain. C'est pas destiné à un clan, c'est pas destiné à un groupe, c'est pas destiné à une nation, c'est pas destiné à une communauté religieuse ou autre, c'est destiné à l'humanité. Vous élevez votre vision d'appartenance, d'une appartenance clanique inférieure, qui va de la famille, du clan, du gang, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est les premières attributions, les premiers groupes, les premières appartenances basiques, à l'appartenance nationale, à l'appartenance occidentale, par exemple, qui est un autre niveau plus haut, ou l'appartenance à une religion, à une communauté, à une ethnie religieuse, à une communauté religieuse, je ne sais pas, peu importe. Et donc tout ça, ça doit s'élever, vous devez élever de là à l'appartenance universelle. On garde les appartenances, mais le travail, votre activité, vous devez avoir à l'esprit que vous êtes une société, vous fabriquez tel truc, vous devez avoir à l'esprit le travail pour l'humanité. Et c'est ce qui est en train de se passer de façon qui n'est pas, qui est pas dirigiste comme je le dis là, parce qu'évidemment c'est un peu dictatorial d'amener ce type de pensée comme celle-ci. Mais c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les sociétés maintenant sont quasiment obligées de travailler, de ne pas polluer, de savoir ce qu'elles font, d'avoir une responsabilité écologique universelle, c'est clair. Alors on peut, ça peut brutalement, on peut rapidement, comme on est passé d'un jour avec le Covid, quand on a vu que le Covid était là, on a pu arrêter complètement l'économie au niveau quasiment mondial. Donc c'est très possible de passer d'un instant où nous n'avons pas conscience de ce que nous réalisons, c'est-à-dire que nous réalisons ce paradis, que nous sommes en train de construire ce paradis, à un moment où nous le réalisons de façon consciente. C'est très possible que ça arrive comme ça, hein. C'est une possibilité.
Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un danger qui fait que on ne, il n'y a plus le choix. Voilà, par exemple, quelque chose de dramatique arrive, et là, ben, comme par exemple le Covid, quelque chose qui arrête brutalement l'évolution, un type d'évolution, et qui oblige de passer sur un autre modèle. Donc c'est très très possible, en somme, que ça se passe rapidement. Voilà, l'avenir le dira. Euh, voilà, en tout cas, ça c'est ma théorie, et c'est celle que j'essaie de défendre, hein, le fait que nous allons vers cette ultime perfection, et la prise de conscience de cette ultime perfection, parce que nous le travaillons de façon inconsciente. Nous fabriquons ce paradis, mais inconsciemment, sans le savoir. Alors, en détruisant, reconstruisant, etc., en se tapant dessus, en étant injuste, en étant prédateur, voilà, avec tout un tas de choses. Alors, je lis le début de ces chapitres-là, hein, pour cet ouvrage-là, parce que je prends juste appui sur cette lecture, et pour digresser, voilà. Là, de toute manière, le plus important, je pense que je viens de le dire. Alors, le pathos du cachet, c'est le 5e chapitre de ce livre, La naissance de la philosophie, par Giorgio Colli, qui est très intéressant et très bien fait. Un récit très ancien, attesté par plusieurs sources, constitue le document fondamental sur le lien entre sagesse et énigme. Il s'agit de l'un des courants de la littérature biographique sur Homère, repris dans le fragment suivant d'Aristote. Homère interrogea l'oracle pour savoir qui étaient ses parents et quelle était sa patrie. Et le dieu répondit ainsi: l'île de Ios est la patrie de ta mère, et elle t'accueillera mort. Mais garde-toi de l'énigme des jeunes gens. Alors, je suis désolé, mais je l'ai lu hier. Voilà, donc ça correspond à l'état d'esprit qui, qui anime mon esprit, qui anime mon cerveau. Je suis vraisemblablement sous un psychisme autiste Asperger. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à me concentrer dans ma caractéristique, dans mon psychisme. Et donc je ne me souviens plus ce que, par exemple hier, ce que j'ai fait, c'est... Mon cerveau a déjà créé complètement autre chose. Il est déjà dans une autre... en fait, tout ce qui est passé est presque oublié. Et c'est un peu dramatique au fond, parce que ça ne me permet pas d'avoir une accumulation. C'est un petit peu comme si je progressais jamais, quoi, en fait. Parce que j'accumule pas, je garde pas... je ne me souviens pas de ce que j'ai lu sur Hegel ou sur Nietzsche ou sur... Je ne peux plus faire de référence. C'est un petit peu comme si j'oubliais automatiquement. Donc il est possible que non seulement je sois sous un psychisme autiste Asperger, mais qu'en plus je sois sous un psychisme de poule ou de coq. Hein. C'est-à-dire avec une mémoire extrêmement réduite. Bon, bref. Alors, mysticisme et dialectique, le 6, le chapitre. Si l'origine de la sagesse grecque est dans la mania, dans l'exaltation pythique, dans la folie, quoi, la mania, la folie, dans une expérience mystique et mystérique, comment expliquer alors que le passage de cet arrière-plan religieux
à l'élaboration d'une pensée abstraite, rationnelle, discursive. Oui, comment nous sommes passés de cette époque mystique, de l'époque des présocratiques, on pourrait dire. Comment ils sont passés sur du rationnel avec Socrate, avec Platon, etc., avec même les sophistes, etc., quelque chose de scientifique qui repousse un petit peu. Eh bien, alors, on va voir ce qu'il dit. Pourtant, dans la phase de maturité de cette époque des sages, nous trouvons une raison formée, articulée, une logique non élémentaire, un développement théorétique de haut niveau. Déjà, il était là, ce travail, chez les présocratiques. Ce qui a rendu tout cela possible, c'est la dialectique. Il est évident que par ce terme, nous ne désignons pas ce que nous, modernes, y comprenons. La dialectique est employée ici dans le sens originel et propre à ce terme, c'est-à-dire qu'elle désigne l'art de la discussion, d'une discussion réelle entre deux personnes vivantes, et non pas le fruit d'une invention littéraire. Dans ce sens, la dialectique est un des phénomènes culminants de la culture grecque et des plus originaux. La dialectique, c'est aussi le développement de la pensée, en fait. Et ce développement de la pensée, effectivement, Socrate, les Grecs, et Socrate, c'est le discours de Socrate relevé par Platon, et élaboré par Platon, on pourrait le dire, et quelque chose de faramineux dans la pensée, qui ouvre justement à toute la science, à tout ce que l'Occident va apporter à l'humanité. Évidemment, l'Occident, il apporte sa dimension. Les autres, l'Orient préserve certaines choses et apporte son propre potentiel. L'Afrique apporte son potentiel. L'Asie apporte son potentiel, etc. etc. L'Océanie apporte son potentiel. Et tous, nous travaillons tous à égalité à cette évolution vers la perfection. Son grand développement, je reprends, son grand développement unitaire parvient à son accomplissement avec Aristote. En effet, dans son œuvre de jeunesse, les Topiques, ce dernier examine rétrospectivement tout le matériel élaboré par cet art et toutes les voies qu'il a suivies, toutes ses formes, ses règles, ses moyens, ses argumentations, ses artifices sophistiques, afin de tenter de construire sur cette base un traité systématique de la dialectique, en établissant les principes généraux, les normes d'une discussion correcte, ordonnant et classifiant tout le matériel mettant sur pied une théorie générale de la déduction dialectique. Voilà, c'est là où on rentre dans quelque chose dans la rationalité. On veut. Alors on est parti du mysticisme, de la philosophie mystique en lien avec le tout, qui était la façon de penser des présocratiques et qui était aussi liée aux expériences mystiques, à l'extase, au mystère, etc. Donc il y avait une sorte de vision globaliste, une vision organique, une vision naturelle, une vision qui est en lien avec le tout. Et puis d'un seul coup, l'esprit va sortir de va s'éloigner du spirituel, obligatoirement, s'éloigner de cette fusion, de ce système fusionnel, va se mettre à côté. L'esprit va devenir
superficiel, en somme. Il va sortir de, de cet état spirituel pour s'intéresser au matériel. Et donc, évidemment, ça a engendré la façon dont pense l'Occident. Cette façon qui se déconnecte progressivement du religieux, du spirituel, de Dieu, etc., avec toutes les conséquences que ça entraîne. L'orgueil, le fait, la destruction, la profusion, enfin bref. Mais en même temps, le développement technique qui nous permet aujourd'hui d'être reliés, de relier l'humanité entièrement, etc. Donc, c'était nécessaire. Voilà, ce qui s'est réalisé, c'était nécessaire. On peut critiquer la façon dont ça s'est réalisé, évidemment, et voir que maintenant, si nos prédécesseurs ne savaient pas et avançaient un petit peu à l'aveuglette parce qu'ils n'avaient pas de plan déterminé et donc ils étaient soumis aux erreurs et aux échecs, nous pouvons maintenant évoluer d'une autre manière. Voilà, on n'a pas à mépriser nos prédécesseurs. On peut critiquer, c'est très important de critiquer pour pouvoir évoluer de façon différente. Mais si tel est l'accomplissement, le regard rétrospectif, quel est le point culminant et quelle est l'origine de la dialectique? Lorsque nous confrontons les argumentations dialectiques de Platon, de Gorgias, de Zénon, en essayant de les juger selon les critères de la rigueur logique et de l'excellence de l'argumentation, les raisons ne manquent pas pour soutenir, contrairement à l'opinion dominante, que Zénon est supérieur à Platon. Et si nous laissons de côté le problème du point culminant de la dialectique, où doit-on chercher l'origine? Le jeune Aristote soutient que Zénon a été l'inventeur de la dialectique. Toutefois, si nous confrontons les témoignages sur Zénon avec les fragments de Parménide, son maître, il semble inévitable d'admettre que déjà, chez ce dernier, donc chez Parménide, se trouve une égale maîtrise dialectique des concepts les plus abstraits, des catégories les plus universelles. Mais est-il possible d'attribuer à Parménide l'invention d'un bagage théorétique aussi important, l'usage de ce que l'on appelle les principes aristotéliciens de non-contradiction et de tiers exclus, l'introduction des catégories qui resteront pour toujours liées au langage philosophique, non seulement de l'être et du non-être, mais vraisemblablement aussi de la nécessité et de la possibilité, point d'interrogation. Il serait plus naturel de penser à une tradition dialectique qui remonte plus loin encore que Parménide et qui précisément prend son origine dans cette période archaïque de la Grèce dont nous avons parlé. Je vais arrêter là pour cette vidéo qui est déjà très longue. Voilà. J'espère que ça vous donne envie de lire cet ouvrage sur la naissance de la philosophie. Voilà. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez, donc, si vous trouvez que ce travail est suffisamment intéressant à vos yeux, mettre des pouces, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit bien sûr, mettre des commentaires, et puis, en parler, voilà, diffuser ces idées. À très bientôt, merci de votre écoute. Ah ben voilà un peu de yoga et je vais au yoga. C'est marrant, et là ça c'est vraiment in situ dans le pays où est né vraisemblablement le yoga et où le yoga fait partie vraiment de l'existence.
très intéressant. C'est à l'école ce qui se passe. Tout ce travail. Et l'Inde va avoir... L'Occident va devoir aller rechercher et réécouter sa mère symbolique, les mères symboliques, hein, l'hindouisme, le judaïsme, etc., les civilisations traditionnelles anciennes, la Mésopotamie, la Perse, etc. Quand on aura atteint un degré un peu supplémentaire de paix, quand la paix commencera à arriver, donc le respect d'autrui, donc l'amour d'autrui, donc le fait d'aller, de pouvoir aller prendre le meilleur de partout pour évoluer. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.